Bonsoir à toutes et tous, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Dunk Hebdo, votre podcast NBA préféré et le podcast préféré de votre podcasteur préféré. Je suis avec Ben ce soir, on continue la série Pourquoi ils ne gagneront pas et on va retourner sur la côte ouest ce soir, on va du côté des Clippers. Ben, comment vas-tu? Ça va beaucoup mieux. La dernière fois qu'on s'était croisés, Greg, on avait parlé de Milwaukee. Je t'avoue que ça va mieux depuis. On va dire que on risque d'être sur une preview un peu plus joyeuse, même si bon, le thème reste toujours pourquoi votre équipe ne gagnera pas le titre, mais sans qu'il y a plus de motifs d'espoir du côté des Clippers. Un petit peu plus, c'est une équipe qui a serpenté cette année dans le ventre mou et à la quête du top 4 ou du top 3 de la conférence Ouest et qui finalement s'est bien débrouillé malgré les absences. On va revenir rapidement sur le résumé de la saison. Mais c'est une équipe qui est hyper intéressante, je trouve, à analyser cette année. Un petit peu moins à suivre. Moi, personnellement, visuellement, ça n'a pas été ma tasse de thé, mais j'avoue que, après ça, c'est des goûts très personnels, n'en déplaise aux fans des Clippers qui vont venir en commentaire m'assassiner. Je suis désolé les gars, mais chacun ses goûts. Et pour autant, je préfère pas non plus les Suns. On va attaquer par le résumé de la saison, cher Ben. Comme je le disais, c'est une équipe qui a d'abord qui a été extrêmement bien coachée, une nouvelle fois par Tyronn Lue. Ensuite, qui a fait de l'addition par soustraction l'été dernier avec le départ de Paul George, remplacé par pléthore de role-players. Il y a eu une petite, disons, une petite explosion de Norman Powell notamment, bien encadré par deux autres cadres de cette équipe, deux autres gars sûrs du collectif de Tyronn Lue, en la présence de Ivica Zubac et James Harden. Alors James Harden, pas super adroit au shoot cette année, mais toujours un moteur offensif très intéressant. Je parle pas des efforts défensifs, parce que je sais que tu n'aimes pas ce concept. Dédicace également à Constant qui adore ce concept. Et puis des role-players, on l'a dit, qui ont été bien choisis autour. Et donc on a une équipe qui est relativement équilibrée, avec un beau socle défensif, une attaque qui est un poil stéréotypée, on reviendra dessus tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu as pensé de cette saison des Clippers, Ben? T'en as fait un bon résumé. C'est une saison, elle est un peu difficile à qualifier parce que personnellement, à l'entame de la saison, je pensais vraiment qu'on s'acheminait vers une saison de transition pour les Clippers, ouverture de la nouvelle salle. Certes, tu perds Paul George, mais on est pratiquement à la fin de la saison. Et si tu regardes en termes de minutes, alors tu as perdu ton leader au terme de minutes la saison dernière, comme j'ai dit, Paul George, mais James Harden numéro 2 en termes de minutes la saison dernière est toujours là. Kawhi numéro 3 est toujours là. Norman Powell numéro 4 est toujours là. Terrence Mann a été là pendant une partie de la saison. Et numéro 6, Ivica Zubac est toujours là. Donc tu l'as dit, en fait, ce quatuor-là, Harden, Kawhi, Norman Powell et Zubac est toujours là. Et ça, un quatuor sur lequel ils ont pu se reposer à des moments différents de la saison. Ils entament la saison un peu piano. Tu l'as dit, Norman Powell fait un très très gros début de saison. Même si j'irais un peu nuancé pour moi, il n'a pas tellement explosé. Il est revenu sur ses standards d'il y a 2 ans en un peu plus poussé. Avec, du coup, quand il y avait le trio, Paul George, James Harden, Kawhi Leonard, il a dû un peu réduire son usage, il a dû un peu se mettre en retrait. Et on peut voir que cette année, il est revenu sur des standards d'il y a 2 ans en étant plus efficace. Il y a donc eu ce début de saison et comme tu l'as dit, ils ont serpenté parce que quand tu analyses en dehors des 10-15 premiers matchs, c'est une équipe qui a toujours été entre la 5e et la 10e place à l'Ouest. Alors certes, c'est un gros delta, mais vu comment il y a eu certains destins à l'Ouest d'équipes qui passent de 11 à pratiquement 4 maintenant ou qui sont en train de descendre, c'est une certaine régularité qu'il faut donner aux Clippers. Je n'ai pas pour l'instant parlé de Kawhi, parce que Kawhi a, comme très souvent, raté le début de la saison, Oui. mais est revenu à partir de janvier. Ça a pris du temps. Les premières semaines de Kawhi étaient pas très bonnes, vraiment pas bonnes, et à partir du début du mois de mars, comme l'intégralité de l'équipe, ça a commencé à marcher très très fort. Ils gagnent 11 de leurs 16 matchs en mars, c'est leur meilleure marque depuis 2018-2019. Et même Ty Lue a dit que c'est peut-être la meilleure équipe qu'il a en termes de, on va dire, de dynamique à l'entame des playoffs. Donc, tu as ça, tu as des role-players qui ont bien su répondre présent. Chris Dunn qui est en train un peu de revivre. On peut parler d'Amir Kofi. L'apport de Bogdanovic, j'en parlerai un peu plus tard, qui est très, très, très important dans cette équipe. Donc, c'est un peu l'anti-Bucks que j'ai fait il y a 2-3 jours. C'est-à-dire que c'est une équipe qui arrive en playoff avec potentiellement sa meilleure forme de la saison. Ouais, c'est hyper enthousiasmant. Ils sont en 16-4 ou 14-6 sur les 20 derniers matchs, 12-3 sur les 15 derniers. Donc c'est vraiment en pleine bourre.
Et puis, c'est une équipe qui a beaucoup de choses qui rassurent, je trouve. C'est une équipe dont il y a des indicateurs qui sont hyper rassurants. Ils sont troisième au defensive rating cette saison. Ils sont troisième au net rating aussi, d'ailleurs, je crois, cette saison. J'ai regardé là, sur les derniers bilans. À la conclusion de la saison, dans quelques matchs, je crois qu'il reste 4 matchs en moyenne là pour l'instant. On est au 78, 79e match en NBA. Je trouve que c'est hyper encourageant pour ces Clippers, malgré un seeding qui finalement ne correspond pas à ce net rating, à ce defensive rating. Mais c'est tellement la jungle à l'ouest que ça peut se comprendre. Et finalement, est-ce que c'est réellement en leur défaveur, tant les équipes qui vont sortir du play-in peuvent surprendre et avoir des profils qui vont pas forcément les avantager. On en reparlera plus tard dans le plafond plancher. Tu veux rajouter un petit mot? Juste pour dire que si on prend depuis le début du mois de mars, là où ils ont vraiment complètement explosé, c'est la seule équipe en NBA, seule. Alors, OKC est pas très loin. OKC est deuxième attaque, quatrième défense. Ils sont top 3 des deux côtés. C'est la troisième attaque, la troisième défense. Donc, je posais cette question au Minigoat dans la preview Wolves. Est-ce que les Wolves sont l'équipe la plus en forme? Il y a débat, ça se tape avec les Clippers, même si je viendrai nuancer, on peut mettre en avant un calendrier qui, sur certains aspects, a été clément, mais ils ont des matchs références pendant cette partie de saison. Minigot, on le rappelle, c'est notre ami Constant, évidemment. T'as vu comment j'impose ce surnom? Non, Maintenant, mais c'est même très sur bien. YouTube, on dit même plus Constant, on dit Minigot. Moi, je suis pour, hein. C'est largement mérité. On va même pouvoir, à terme, enlever le mini, tellement constant et précieux Exactement. dans le paysage français de l'analyse basket. On va enchaîner avec les 3 raisons pour lesquelles ils ne gagneront pas le titre. Euh, c'est pas facile. C'est pas facile parce que on aurait plus envie de faire l'inverse, tant les 20 derniers matchs, tu viens de le dire, ont prouvé que cette équipe pouvait éventuellement se creuser un chemin, se percer une allée jusqu'au final de conférence, voire au final NBA. On en reparlera en fin de podcast. Mais on a quand même relevé, tu as relevé 3 indicateurs qui te paraissent ternir le portrait qu'on peut dresser des Clippers à l'arrivée en playoff. Je vais les citer tous les 3 et puis tu commenceras par ton préféré. D'abord, le fait que c'est une équipe qui bourrine sur les schémas en isolation. Ensuite, on a un problème de mathématiques, et ça, on va en parler peut-être avec un peu plus de finesse, je te fais confiance là-dessus. Et enfin, une question de structuration de l'effectif et la question notamment du backup pivot, qui ne concerne pas que les Clippers, mais qui je trouve est très parlante aux Clippers, tant Ivica Zubac fait une saison vraiment excellente. On va pas revenir dessus parce qu'il y a eu beaucoup de contenu publié par nos camarades par ailleurs des autres podcasts, et puis aussi on en a parlé nous cette saison, donc pas besoin de revenir dessus, mais la saison d'Ivica Zubac est merveilleuse. Par quoi tu veux commencer? ISO. Parce que pour moi, c'est un moyen. J'ai essayé, Greg, pendant cette preview, enfin la préparation de cette preview, de me dire comment je peux faire passer le message c'est James Harden en playoff sans tomber dans la caricature, tout en remettant en cause le fait que c'est James Harden en playoff. Eh bien, on va parler des ISO. Ces Clippers, c'est l'équipe qui joue le plus d'ISO en NBA largement. C'est 11%, 11,7% de leur possession. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a que 3 équipes qui sont au-dessus de 10%. Ils en jouent beaucoup, beaucoup avec, bien sûr, James Harden en premier chef qui joue 36% de ses possessions en ISO. Vous allez me dire, c'est un chiffre qui peut paraître, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que c'est le seul joueur NBA qui est au-dessus de 30. Voilà. Et c'est même le seul joueur NBA qui est au-dessus de 27. Parce que le deuxième, c'est Jason Tatum qui a 26,2 et ensuite Shea à 25,2. Dernière stat, et celle-ci c'est ma préférée. Sur les 10 dernières années, en termes de possession en ISO, sur 75 possessions, voilà, c'est la stat de Basketball Index, la saison de James Harden actuelle, elle est quatrième. C'est-à-dire en termes d'ISO, il est quatrième sur les 10 dernières saisons. Un classement qui se compose de James Harden en 1, James Harden en 2, James Harden en 3, James Harden en 4, James Harden en 5, James Harden en 6. Bon, allez, je m'arrête ici. Pour vous dire qu'on retrouve un James Harden qui est sur des standards un peu moins de son prime fin des années 2010. Est-ce que je fais confiance à ce schéma-là sur 4 séries de playoffs? Je suis désolé, Greg, non. Malheureusement, James Harden, surtout depuis la fin de son prime, c'est un joueur dont les stats en ISO sont moins bonnes en playoff qu'en saison régulière, à l'exception de la saison dernière avec les Clippers. On pourrait aussi citer Kawhi qui joue beaucoup, beaucoup d'ISO. Et les deux étaient numéro 1 et numéro 2 en termes d'efficacité la saison dernière, si tu prenais les joueurs qui jouaient beaucoup d'ISO. Mais j'avoue que 2 joueurs qui ont passé la trentaine, un pour lequel il y a des vraies questions en termes de capacité à rester en bonne santé, un autre pour lequel il y a des
question sur sa capacité à tout simplement répéter les efforts. J'ai du mal à croire en ça et c'est d'autant plus important que ces ISO, c'est un peu le cœur sur lequel s'est appuyé Ty Lue pour faire fonctionner son attaque cette année. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs intéressants, mais beaucoup de joueurs de fin de chaîne, ce que peut un peu relativiser Bogdanovic, qui peut être un peu plus dans le playmaking que d'autres, mais juste cette attaque qui se base sur des ISO, je suis désolé, j'ai trop d'éléments qui m'amènent à croire que c'est pas viable sur 4 tours de playoff. C'est d'autant plus compliqué que James Harden, pour un joueur qui monopolise autant le ballon et quand le top 3 se complète de Shea et de Jason Tatum, c'est quand même un joueur dont l'adresse cette saison est vraiment pas bonne. Je crois qu'on est en dessous des 35% à 3 points. C'est pas la folie au cercle, c'est pas la folie mid-range. On n'est vraiment pas sur un tireur à proprement parler. Donc monopoliser autant la balle et avoir un usage aussi élevé, certes, tu es un des meilleurs passeurs de la ligue, mais je veux dire, tu fais pas 20 passes pour autant par match, tu prends quand même beaucoup de points et tu as un volume tu prends beaucoup de shoots, pardon, et tu as un volume de monopolisation de la balle qui est énorme. Ce qui va nous faire basculer sur le deuxième point, le problème de mathématiques, parce que tu l'as dit, l'ISO, elle est spammée du côté des Clippers, mais elle est spammée en plus par des joueurs qui monopolisent longtemps la balle quand ils l'ont. Kawhi et James Harden font durer les possessions et les Clippers sont une des équipes les plus lentes en attaque de la ligue et ils concèdent d'ailleurs des secondes de possession quand ils sont en attaque par rapport à quand ils sont en défense. Ce qui pose donc un premier problème mathématique au milieu de toute une équation qui est plus complexe et que je te laisse dérouler. Effectivement, c'est une équipe, cette équipe des Clippers, alors c'est une équipe qui agit un peu comme un scalpel, parfois qui est extrêmement précise dans ses possessions, et James Harden a un tel cerveau offensif qui peut découper les attaques. Le problème, c'est que pourquoi parle-t-on de ce problème des maths, c'est qu'en termes de fréquence de tir, on est sur une équipe qui joue beaucoup de mi-distance. Sur cette fameuse série de matchs là où je vous ai dit que les Clippers étaient en feu, c'est la première équipe au official field goal percentage, donc l'efficacité au tir, tout en étant la 27e au log official field goal percentage. On a déjà parlé de cette stat. C'est en gros, c'est une stat qui doit de mettre en avant les équipes qui arrivent à prendre beaucoup de tirs près du cercle et beaucoup de tirs à 3 points. Voilà, pour faire très très simple. Parce que ces Clippers-là, ils sont en termes au niveau de la propension à prendre des tirs au cercle, ils sont 22e. Voilà, ils prennent pas beaucoup de tirs au cercle et c'est souvent des tirs au cercle qui dépendent beaucoup de la création des autres joueurs. Tu parlais de James Harden. James Harden, sur les drives, fait moins peur qu'à son prime, là où c'était vraiment une terreur. Physiquement, il a moins ce premier pas qui peut être dévastateur ou cette capacité à décélérer. Ça, je sais que Tom aimait beaucoup en parler. C'est un peu moins le cas aussi pour Kawhi et c'est des joueurs qui, parfois, parce qu'ils font moins la différence physiquement, vont beaucoup se réfugier dans du mid-range. Enfin, sur le 3 points, certes, c'est une équipe qui peut avoir des shooters à 3 points, mais je pense qu'on n'est pas sur les mêmes, en termes de qualité, pas sur le même, la même qualité de shooter à 3 points qu'il y a quelques saisons du côté des Clippers. Ce qui fait que c'est une équipe qui est vraiment dépendante de son moteur offensif. Et pour un peu revenir sur ce que tu as dit, Greg, en plus, c'est une équipe qui, au jeu des mathématiques, pourrait mieux gagner si le mec qui faisait autant d'ISO était top 5 NBA. C'est-à-dire que Shea qui fait 26% d'ISO, ça va. Mais quand déjà tu joues autant d'ISO et qu'en plus, au jeu des maths, tu mets peu de pression sur le cercle, tu as des joueurs qui sont vraiment dépendants de la production de ton joueur offensif et enfin, à 3 points, par exemple, prenons l'exemple de Chris Dunn. Moi, j'ai bien vu les matchs des Lakers. Contre les Lakers laissent Chris Dunn. Hein. JJ Redick, il laisse Chris Dunn tirer. Donc voilà, à ce jeu-là, ils sont ultra efficaces sur cette partie de saison, mais sur des tirs qui sont pas si faciles que ça. Ils ont effectivement un offensive rating qui est plutôt positif, hein, et je crois qu'ils sont, si je ne me trompe pas, dans le top 15. Non, ils sont 17e, tu vois, à l'offensive rating cette saison, l'offensive rating ajusté de Dagan Threes pour tout vous dire. Mais par contre, là où ils gagnent à la marge, c'est évidemment la défense. C'est parce qu'ils ont cette défense extrêmement bonne qu'ils peuvent se permettre de jouer l'ISO sur des joueurs qui sont très forts en ISO, soit pour générer de la passe et des tirs, parce que par contre, les role-players sont très adroits du côté des Clippers à 3 points, si on enlève évidemment Chris Dunn qui est titulaire. Mais tu as cité son nom, et c'est un joueur que je trouve hyper intéressant cette saison côté Clippers. Amir Kofi est extrêmement adroit. Tu as des Nicolas Batum, tu as Bogdanovic, etc. Tout ça, c'est des joueurs qui sont entre 38 et 41% d'adresse à 3 points. Et effectivement, quand les passes t'arrivent et que c'est James Harden qui les signe, elles arrivent dans un timing parfait, avec la rotation de balles qu'il faut pour que ça t'agrippe bien les mains. Enfin, c'est vraiment des caviars sur caviar. Donc, chapeau à Tyronn Lue pour avoir su construire une telle défense pour faire en sorte que ce stéréotype offensif
se contentent de faire le minimum et que ce soit viable dans cette NBA. On va passer à la troisième raison, Ben, qui est finalement le problème du backup pivot, problème structurel. Qui joue derrière Ivica Zubac et est-ce que c'est viable en playoff? Je sais pas et je sais pas non plus. Greg, c'est-à-dire que il y a beaucoup de thèses du côté de Tyloo parce que très clairement c'est un problème. Je suis très étonné qu'ils aient pas solutionné ça à la trade deadline parce qu'en gros c'est un immense problème pour eux. Alors, j'ai plusieurs explications là-dessus. Ils ont peut-être pas voulu vraiment investir sur ce poste de backup pivot. D'abord parce que peut-être qu'ils ont cru en Drew Eubanks. Je suis persuadé qu'ils ont cru à un moment en Drew Eubanks. Alors Greg, je pense que Quelle erreur! je pense que tu dois savoir que c'était pas un calcul très très intelligent de leur part. Et puis là, alors on essaye de faire un peu de brick and broc. Il faut souligner que Ben Simmons est mis dans un rôle plutôt intéressant, mais je vais me référer à ce qu'a pu dire Tom dans la preview sur les Rockets. Moi, juste Ben Simmons, la possibilité de hack. En fait, sachant que c'est un joueur qui a souvent la balle dans les mains, je suis pas sûr qu'il soit viable en playoff. Et on pourrait même parler des problématiques de spacing parce que c'est, comment dire, c'est des roleplay. Ce genre de roleplayer-là n'est peut-être pas mis en difficulté en saison régulière, mais en playoff, il pourrait l'être. Donc voilà, tu te retrouves dans une situation où c'est pas forcément Drew Eubanks, c'est pas Ben Simmons, j'y crois difficilement en playoff. Je crois pas aux 5 très très small ball parce que ils ont un peu un problème stratégique avec les ailiers surdimensionnés. Voilà, les ailiers surdimensionnés leur posent problème parce qu'en gros, si tu alignes les joueurs en termes de taille entre Zubac et Kawhi, peut-être ça doit être le plus massif, ou je sais pas qui doit être le plus massif après le Kawhi dans l'équipe, il y a un problème. Typiquement, un Aaron Gordon pourrait leur poser des problèmes sur ce genre de confrontation. Absolument, ouais. Surtout au Dunker Spot, ouais. Exactement. Donc, c'est une vraie problématique pour eux parce que les 5 avec Zubac sont bons. Tu l'as dit, on va pas parler de Zubac, mais je trouve que quand tu fais la cartographie des potentiels secteurs intérieurs, il fait pas le figure. Alors certes, il est tout seul dans ce secteur intérieur des Clippers, mais il est plus que dans une conférence Ouest où tu as les Lakers où c'est Jackson Hayes et les Warriors où tu sais pas vraiment comment ça va jouer en termes de pivot. Bah, je trouve que c'est un joueur très intéressant, mais qui n'a pas de Robin en fait à l'heure actuelle. Ouais, c'est Kai Jones, Drew Eubanks, hein. Mo Bamba est parti aux Pelicans, je crois, à la deadline. On a l'arrivée de Kai Jones, qui est un joueur qui est pas inintéressant. Ça va beaucoup mieux dans sa tête et tant mieux. C'est un joueur qui avait posé beaucoup de questions sur sa santé mentale la saison dernière, mais ça va vraisemblablement mieux. Ou c'était en début de saison là, je sais plus. Mais ça va vraisemblablement beaucoup mieux. Et c'est un joueur qui, sur le faible échantillon qu'on a, est plutôt intéressant pour les Clippers, mais c'est quand même pas l'assurance tout risque. Clairement, derrière Ivica Zubac, il aurait fallu, aller, je sais pas, peut-être un Kelly Olynyk ou ce genre de profil, peut-être pick and pop, quitte à ne pas avoir la copie conforme de Zubac, avoir une option différente pour pouvoir jouer un peu plus de stretch et laisser les lignes de drive à James Harden. Mais enfin, il fallait aller les chercher, ces joueurs, et tu l'as dit, à la deadline, les Clippers n'ont pas trouvé réellement de solution pour apporter du poids dans cette raquette. Et en plus, moi, ce qui m'interroge, c'est que tu peux pas avoir de small five, quoi. C'est compliqué. Tu vas pas faire jouer Kawhi pivot, tu vois. Et comme tu l'as dit, Ben Simmons, ça montre quand même des grosses limites en playoff. Et je le vois pas non plus assumer un rôle très gros en playoff. On va parler du motif d'espoir tout de même. Il y en a, hein, on a dit qu'on était plutôt enthousiaste sur cette équipe des Keepers. On a mentionné la défense, mais il y a aussi une histoire de profondeur. On a mentionné beaucoup de noms dans ce podcast, Amir Kofi, Nicolas Batum, etc. C'est le signe tout simplement que dans la structuration du roster, il y a beau avoir ce problème de backup pivot, il y a quand même sur les ailes et au poste arrière de jolies choses qui se passent dans le roster de Tyronn Lue. Totalement. Il y a, c'est une équipe où il y a des joueurs qui peuvent être. Alors, je vais devoir un peu relativiser ce que j'ai dit, c'est-à-dire que oui, certes, offensivement, sur leur impact offensif en termes de scoring, il y a des choses qui sont relativisées, mais c'est une équipe qui est assez profonde, à l'exception, tu l'as dit, de ce poste de backup pivot comme on en a parlé. Moi, ce qui m'intéresse en plus, alors, du coup, je dévie un peu par rapport à la trame que je t'ai donnée, excuse-moi. Ce qui m'intéresse en plus, c'est leurs 5 avec James Harden, Bogdan Bogdanovic, Norman Powell, Kawhi Leonard et Ivica Zubac, qu'on n'a pratiquement pas vu parce que du coup Kawhi n'était pas là, Bogdanovic n'était pas là non plus parce qu'il n'était pas chez les Clippers au début de saison. Ensuite Kawhi est revenu, Powell s'est blessé. On n'a pas vraiment encore vu ce 5. Mais tout porte à croire que ce 5-là sera le 5 qui finira les matchs importants de playoff. C'est un 5 où tu as du scoring, tu as du playmaking,
T'as de la défense, même si Kawhi est plus le défenseur qu'il était. Zubac fait plus que les minima. C'est un 5 qui m'intrigue, moi. Je veux dire, dans une conférence Ouest, on en parlera un peu plus tard, on fera un petit point là-dessus, Greg, où il y a absolument aucune certitude à 10 jours des playoffs. Je trouve que c'est un 5 qui doit amener beaucoup d'espoir parce qu'il y a beaucoup de certitude avec ce 5-là et même en termes de puissance de feu, le moins bon joueur de ce 5-là, c'est qui Bogdanovic. Bah, je suis désolé, à l'Ouest, c'est plus que solide comme ça. C'est pas mal, c'est pas pire, c'est pas pire. Même si c'est pas extraordinaire ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé aux Clippers, on va en parler plus tard parce que je crois que c'est le joueur que j'ai choisi, le joueur clé. Mais c'est clairement un joueur qui est intéressant. Non, c'est pas le joueur que j'ai choisi, mais ça pourrait être le joueur que j'ai choisi. Ça sera peut-être un joker que je vais rajouter à la fin. Est-ce que tu as tout dit sur la profondeur d'effectif Sachant que pour un peu relativiser leur problème de backup pivot, qui était dans le point négatif, il y a des équipes contre qui ça va pas leur poser de problème. Je veux dire, les Warriors, ça va pas leur poser de problème. Les Lakers, ça va pas leur poser de problème. Qu'est-ce qui va se passer du côté des Nuggets? On enregistre quelques heures après que les Nuggets aient viré leur coach. Alors certes, ça pourrait leur poser problème. C'est un match qui est difficile pour eux, mais comme beaucoup d'équipes, on en arrive à cette conclusion à l'Ouest. C'est le match-up qui va beaucoup décider pour eux. Et dernière chose sur leur profondeur, j'en ai déjà parlé. J'ai vraiment de grosses craintes sur c'est pas un verbe jouabilité, c'est pas un nom jouabilité, mais sur la capacité à jouer de Chris Dunn en playoff. Parce que je pense que les matchs contre les Lakers sont un très bon indicateur de la future ostracisation. Ça, c'est un mot. De, Oui. de, de Chris Dunn en playoff parce que j'ai peur que d'un côté ses capacités au shoot et de l'autre soient un peu mis en difficulté. Là, si tu perds Chris Dunn, il a eu un gros impact cette saison, donc un peu plus compliqué. Il a eu un gros impact défensif. S'il y a il y a une troisième all defensive, non, je crois que c'est que deux équipes en all defensive, je sais jamais. T'en mets une troisième, je suis pas certain qu'il ne mérite pas d'y être. Clairement, il a un tel impact sur le point d'attaque pour les Clippers que c'est hyper intéressant. Je reviens très rapidement sur le 5 que tu as cité, Ivica Zubac, James Harden, Kawhi Leonard, Norman Powell, Bogdanovic. Il y a très peu de minutes qui ont été jouées. Vraiment, c'est ridicule. Mais c'est quand même 40 points de net rating. 30% concédés à l'adversaire à 3 points en termes d'adresse, 50%, 53%, pardon, presque 54% du côté de l'adresse concédée à 2 points. Et par contre, c'est 71% à 3 points, c'est une orgie. Et c'est 70% à 2 points. C'est un line-up qui va être hyper intéressant, d'autant que d'un point de vue défensif, ça assure aussi vraisemblablement 90 points seulement encaissés. C'est des stats qui valent pas grand-chose, mais qui posent beaucoup de questions. Et si les questions trouvent leur réponse, ça va être redoutable. C'est ça tout le problème. C'est ça tout le problème. Et puis tu vois, on parlait beaucoup des joueurs de fin de chaîne. C'est un 5 où, à part Zubac, globalement, tu vois ce qui se passe souvent des équipes qui jouent les Clippers, c'est-à-dire que t'as par exemple un pic où Harden est en ISO et les équipes ont tendance à doubler. Ce que j'aurais pu citer dans la partie sur l'ISO, c'est-à-dire que je pense qu'en playoff, je pense à OKC, ils doutent pas. Et ils disent, bon bah allez, vas-y James, fais la différence en contre un de nos 50 000 mecs qui sont au defensive team et puis bon, on gagne la série. Bah, peut-être cette idée de doubler là, tu peux pas doubler parce que tu as des mecs qui peuvent à la fois tirer, à la fois passer. T'as Zubac qui fait un très bon boulot sur ce genre de possession. Très souvent, quand Harden le trouve, il peut soit être capable d'écarter, soit placer son petit tir à 2-3 mètres. Donc franchement, moi c'est un 5 qui m'intrigue beaucoup. Seul défaut de ce 5, si tu perds vraiment Chris Dunn dans ta rotation, il y a un truc sur le point d'attaque quand même, à un moment. Parce que je suis pas sûr que Bogdanovic fasse le taf. Harden fera pas le taf. Donc si tu mets Norman Powell, il y a certaines équipes, type Lakers, où il y a 3 joueurs défensifs. À un moment, tu fais quoi d'Austin Reeves, en fait? Austin Reeves est défendu par qui? Bien évidemment, les Lakers sont une problématique un peu à part, mais je pourrais aussi poser cette question-là du côté des Warriors. En fait, tu fais quoi dans ce 5-là? Tu missionnes, du coup, Norman Powell sur Steph, sur de la localisation, sur du mouvement long du ballon, mais du coup, tu t'enlèves un mec qui est capable de solutionner le point d'attaque. Donc, seul côté défensif, mais offensivement, c'est un 5 qui pourrait faire très mal. Absolument. On verra ça dès les playoffs. À mon avis, on va le voir. Je pense que Tyronn Lue va le jouer, ce 5. Je ne sais pas combien de minutes, mais je pense que c'est un 5 à surveiller. On va passer aux joueurs clés de ces playoffs, cher Ben.
Tu as sélectionné Kawhi Leonard et Norman Powell. Je vais commencer parce que je vais être relativement succinct sur Norman Powell. C'est un joueur qui a profité effectivement du départ de Paul George, qui est passé au-dessus des 20 points par match. Il est à 22. C'est un joueur qui, historiquement, depuis son entrée dans la ligue, est toujours efficace. Il a passé, je crois, que seulement 2 saisons sur ses 10 saisons NBA en dessous de la moyenne en efficacité. Là, il est largement au-dessus. Il est, je crois, à 108 de true shooting plus, pour vous donner la statistique pour les plus nerds d'entre vous. Moi, c'est un joueur que je trouve intéressant dans sa capacité à évoluer off-ball et évoluer on-ball, à sa capacité d'agresser le cercle, sa capacité tout de même d'avoir un petit peu de passing pour dégager si la situation est trop complexe pour lui, et d'avoir des zones de tir, j'allais dire, sans aucun problème, quelle que soit la zone. C'est un mec qui va être à l'aise sur le côté faible ou sur le côté fort, qui va être à l'aise à 3 points, à mi-distance et au cercle, et je trouve que cette combinaison entre James Harden qui est moins à l'aise sur ses drives et Kawhi Leonard qui met beaucoup de temps à y aller, ramène de l'énergie au milieu de ce duo-là. Et j'ai hâte de voir des pick and roll avec lui et Zubac et voir comment ça va être défendu en sachant que derrière, tu as Kawhi qui peut récupérer la balle en fin de possession et terminer sur un clutch shoot à mi-distance comme il a l'habitude de les mettre de manière robotique et millimétrée. Et tu as Harden qui peut relancer également une possession si le minutage n'est pas trop égrené. Donc j'ai envie de voir ça et je pense d'ailleurs que Norman Powell sera sans doute l'artisan d'une augmentation de la pace du côté des Clippers en playoff sur demi-terrain parce que je pense que ça peut être un joueur qui aura très tôt le ballon si James Harden par exemple est lock par un défenseur élite, ce qui va arriver dans les match-ups qui vont se présenter face aux Clippers. Norman Powell devrait être celui qui récupère la balle avant Kawhi Leonard pour créer un peu de chaos, quitte à ce que ensuite ça ressorte vers Kawhi Leonard ou Bogdanovic pour shooter. Donc pour moi, c'est un joueur qui est stratégiquement dans les mains de Tyronn Lue hyper intéressant à voir évoluer. Je suis pas certain que ce soit le joueur qui augmente réellement son niveau de points et qu'on passe à un joueur à 28-30 points par match, ce qui serait génial pour les Clippers, mais je vois pas la chose arriver. Mais c'est un joueur que je vois très intéressant en playoff et que je vais surveiller. Kawhi Leonard, qu'est-ce que tu peux nous dire? On avait dit, généralement dans cette Ouais, j'ai série, triché. on fait pas les superstars, mais qui d'autre que notre guide Adam Kebdo pour tricher? Eh bien, c'est toi qui as la carte passe. Let's go. Oui, j'ai triché. J'avoue, j'ai triché complètement. J'ai d'ailleurs annoncé que j'allais tricher. Est-ce que ça a Écoute, du les coup, gens qui assument d'avoir triché, ça nous change de l'actualité actuelle. du coup, est-ce Donc on que, y va. est-ce que du coup, ma peine de prison avec sursis peut pas du coup être réduite? Bref. Alors, du coup, euh, pourquoi Kawhi? Parce qu'en fait, c'est un peu dur de faire cette période des Clippers et je pense que pour l'instant, on l'a bien réussi, Greg, sans dire euh, James Harden, c'est une fraude en playoff et Kawhi va se péter. Mais bon, j'arrive quand même au moment où je suis obligé d'être un peu honnête avec les auditeurs, c'est-à-dire que, Kawhi va se péter. bah, Non, en si, vrai, c'est à quel moment Kawhi va se péter? C'est ça ta question? oui, c'est à- en vrai, ok. La question c'est, est-ce qu'on peut décemment croire qu'il va faire 4 séries de playoffs de très haut niveau? Je, perso, j'ai beaucoup de mal à le croire. Alors, on va partir du positif. Le positif, c'est que Kawhi a pris du temps. Je l'ai dit tout à l'heure à venir, mais il y a un match moi, qui m'a vraiment marqué, c'est son match contre Cleveland à l'Intuit Dome, où il fait un 3-4e carton, je l'ai revu encore pour préparer cette émission. Il attaque tout le monde. Dès qu'il a un mismatch, il attaque Mitchell, il attaque Garland. Bon, c'est un peu plus facile, mais il a surtout attaqué à un moment Mobley. Et Mobley, cette année, vous avez écouté la preview, très bonne preview Cavs avec Greg et Tom qu'on salue. Bah, faut quand même se coltiner Mobley cette année. Alors, il a moins ce côté, je trouve, sa capacité à créer de la séparation sur son physique. C'est pas le Kawhi bodybuildesque d'il y a quelques saisons. Il est un peu plus lean, il est un peu moins massif, mais ça reste un joueur qui est dans ce côté toujours un peu robotique, extrêmement efficace sur demi-distance, qui est toujours capable d'avoir des séquences où il est difficilement arrêtable. Et bah, dans l'optique de Clippers titrable, puisque c'est un peu l'idée de ce podcast, bah, t'es obligé d'avoir Kawhi qui joue comme un top 10 DH20 parce que moi, en l'état, je ne crois pas à James Harden top 10 DH20 sur 4 7 playoffs. Donc, pour moi, la solution, c'est Kawhi Leonard, mais j'ai juste du mal à croire en sa capacité à répéter ça physiquement dans une conférence Ouest et je terminerai là-dessus. Il y a 4 séries de haut niveau, en fait. Enfin, si tu comptes en plus les potentiels finales NBA, il n'y a pas de série cadeau. C'est ça le truc, c'est que vu la densité entre 2 et 8 cette année à l'Ouest, bah, tu vas partir à la guerre sur chaque série.
C'est vrai que j'ai pas calculé cette statistique, mais ça vaudrait le coup que je la regarde pour peut-être la dernière preview de cette série d'épisodes, ou même pour juste balancer l'info sur Twitter. Mais il y a combien d'équipes qui ont au moins un ou deux joueurs qui ont déjà fait des finales de conférence entre le top 1 et le top 8 ou 9 à l'ouest? Il y a combien d'équipes qui ont déjà eu des ambitions et en tout cas qui ont des joueurs qui ont déjà porté leurs équipes quasiment jusqu'au bout? Il y en a vraiment énormément. Anthony Edwards, il est entre la 8 et la 11e place avec les Wolves. Il a quand même fait un trajet l'an dernier en playoff qui est remarquable. Bon, tu vois, enfin, on va pas parler des Lakers, on va pas parler de, enfin, il y a vraiment trop de monde. Il y a trop de monde. Et le fait que Houston, qui est peut-être l'équipe la plus fraîche, la plus bleue, la plus rookie sur des playoffs, la moins expérimentée, soit aussi haute dans le classement, puisque je crois qu'ils sont seconds maintenant dans les standings. Je suis Et en nul à plus, ça. ils Hein. sont. Je suis Et en désolé, je plus, ils m'excuse sont. une énième fois, mais des classements, je retiens jamais rien. Et ils sont pratiquement sûrs d'être deuxième. C'est là où ça devient C'est très ça. Et intéressant. en fait, du coup, c'est hyper intéressant pour celui qui sera septième, mais, mais, euh, mais ça veut dire que les équipes qui sont entre, ouais, bah, grosso modo, de 4 jusqu'à 10 et qui vont se battre entre elles, mis à part celle qui va affronter Houston, eh ben, tu as des match-ups contre eux, uniquement des équipes qui sont expérimentées, qui ont, à mon avis, pas bien vécu la saison et qui vont avoir, disons, les playoffs, le couteau entre les dents, avec un gros esprit de revanche. Et effectivement, dans cette configuration, si t'as pas Kawhi Leonard et que tu reposes juste sur James Harden et Norman Powell, c'est court, même pour un premier tour. Et on en arrive vite à la dernière partie de ce podcast, cher Ben. Quel range pour cette équipe? Quel plancher, quel plafond? Moi, personnellement, en plancher, j'ai prendre des matchs au premier tour. C'est-à-dire que rien que ne pas finir une série de premier tour sur un sweep, et ben ce sera pas mal si jamais tu as quelques blessés ou si jamais tu déjoues ou que quelqu'un enraye ton attaque générée par James Harden. Et c'est un scénario qui me paraît plausible, mais c'est aussi, les Clippers sont aussi, je pense, l'équipe sur laquelle j'ai une énorme verticalité et un énorme gap entre le plancher et le plafond. Ah, c'est peut-être l'équipe avec laquelle on va faire le plus long sur plancher-plafond, Moi, volontairement, parce c'est que pas impossible. il y a un truc qui s'est passé il y a quelques heures maintenant, au moment où on enregistre, c'est du coup, du côté des Nuggets, on a décidé de dégager Mike Malone, voilà, et de globalement faire une petite révolution au niveau du front office également. Pourquoi on va faire long? Parce que, alors, on va pas vous griller la preview Nuggets, mais on en arrive à un stade où à l'ouest, on a fait tout le monde sauf Lakers, Nuggets, Thunder. Et il y a un moment où moi, j'arrivais au début de ces previews avec une quasi-certitude, c'est je voyais Thunder 1, c'est toujours le cas. Spoiler pour la preview la plus attendue de l'histoire du podcasting français NBA sur les previews, c'est-à-dire celle de Constance sur le Thunder. Je voyais les Nuggets deuxième et ensuite je voyais un espèce d'amas d'équipe. On est à 10 jours des playoffs. Personnellement, je sais plus du tout où regarder. Et certains des planchers plafonds que j'ai assignés dans des précédentes previews seraient revus maintenant parce que c'est un peu le bordel. Je vais être très honnête de parler comme ça. Alors, pour en revenir aux Clippers, pour moi, déjà, leur plancher, c'est le play-in parce qu'ils sont pas encore sauvés du play-in. Et moi, j'ai tendance à dire que je sais, c'est vraiment des lieux communs, mais le play-in, tu sais jamais. Tu prends une rafale des Kings et tu prends les Mavericks dans un match où Zubac se prend des fautes et t'as Anthony Davis qui se décide de t'écraser. Bah, c'est un scénario où tu peux perdre au play-in. Donc le play-in, pour moi, la configuration du play-in fait que ton plancher, c'est forcément le play-in si tu vas. Ensuite, moi j'ai tendance à dire, et je vais retourner à la question, leur plafond, c'est le moment où ils vont jouer au KC. Parce que pour moi, ils tapent pas au KC. Après, c'est assez ouvert. Hein. Je pense qu'ils peuvent taper presque tout le monde. Je pense que les Nuggets, c'est un mauvais match-up pour eux parce que je l'ai dit, ils ont personne pour Aaron Gordon. Jokic, pour peu que Zubac prenne des fautes, tu fais quoi? Enfin, c'est terrifiant si tu trouves sur Jokic avec Ben Simmons. Moi, j'ai pas envie de voir ça. Les films d'horreur, c'est pas trop mon truc. Donc voilà. Après, contre les Warriors, ils ont pas joué les Warriors. Alors au moment où on enregistre, ils ont pas encore joué les Warriors, mais ils ont pas joué les Warriors depuis la fin décembre, donc il n'y a pas eu d'affrontement Clippers-Warriors avec cette nouvelle mouture des Clippers et des Warriors, donc à surveiller. Le Lakers aussi m'intrigue. Pour moi, leur range, c'est play-in ou jusqu'au moment où on joue le Thunder. En fait.
Donc, oui, en fait, je te rejoins. Selon le seeding, si tu joues le Thunder très tôt, c'est foutu. Et après, le reste, c'est tellement ouvert et ça se joue tellement à du détail que c'est très difficile de mettre un plafond à cette équipe. Constant nous confiait qu'il avait un scénario, il nous confiait dans la conversation d'un hebdo, qu'il avait un scénario où il voyait bien les vieilles équipes bien réussir dans ces playoffs. Et finalement, ça corrobore ce que je viens de te dire sur le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui sont expérimentées, même des équipes avec des joueurs jeunes. Et moi, je trouve ça effrayant parce que ça crée en fait un amas de pretenders, tu vois, derrière Oklahoma City. On parle souvent de Oklahoma ou le field, et en fait, le field, il est d'une densité terrible. Alors, il y a peut-être pas à l'intérieur de ce field un candidat pour couper la tête d'Oklahoma, encore que Constant fera une preview là-dessus qu'on vous recommande d'avance alors qu'on l'a même pas vu, mais c'est évident que ça va être all time. Mais ouais, je suis assez circonspect. Franchement, je suis circonspect et curieux de voir ces Clippers. Je pense qu'en vrai, je peux pas vraiment répondre avec certitude sur le plancher, le plafond de cette équipe, tant ça part de bas et ça peut aller haut, quoi. Surtout que si on admet, et là on est en train de faire une preview de l'Ouest, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que c'est Et parce que pourquoi pas? parce que ces Clippers en plus c'est peut-être la bonne équipe avec laquelle faire ça parce que ça reste une équipe qui nous a déçus ces dernières années, qui a une capacité à avoir des variations en termes de niveau de jeu qui sont parfois assez folles. Euh, Déjà, il y a un premier aspect, c'est que le seeding va tout déterminer. C'est-à-dire que les Clippers, comme tu l'as dit, si c'est OKC premier tour parce que tu as perdu les 2-3 derniers matchs et que tu te retrouves au play-in, tu passes pas le premier tour, selon moi. C'est ça. Il y a un truc avec ces équipes de vieux et cette théorie selon laquelle les équipes de vieux vont bien réussir. Il y a la répétition. Je sais que ça, t'aimes bien, Greg, en Ah termes oui, de oui. répétition. Oui, alors il y a d'un côté le fait que oui, il y ait de l'expérience, mais de l'autre, il y a aussi l'idée que moi, les Clippers, en finale de conf, s'ils ont encore Kawhi et James Harden en bonne santé, c'est déjà une première victoire. Je parle même pas du terrain, je parle même pas des résultats, je parle du fait qu'ils soient encore là. Donc, c'est compliqué. Les Clippers, c'est compliqué. Vraiment. C'est très compliqué. Et si vous avez des billes sur les Clippers, c'est que vous pensez trouver un plancher ou un plafond plus précis, en argumentant, n'hésitez pas à nous envoyer ça par commentaire, évidemment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, cher Ben? Si on parle terrain, pour moi, c'est des vrais candidats à la finale de conf. Le truc, c'est que je suis désolé, j'ai du mal à croire en Kawhi en bonne santé, mais sur le terrain, sur ce qu'ils ont montré ces dernières semaines, désolé de relancer des billes, Greg, mais ils perdent de rien contre OKC. Certes, c'est un match où il n'y a pas de chat. Ils battent Cleveland, ils sont loin d'être ridicules dans leur deuxième match contre Cleveland. C'est les deux équipes qui gagnent plus de 60 matchs, donc c'est pas anodin. Ils ont une tendance à se faciliter les matchs, qui est pas forcément le cas des Clippers ces dernières années. Ils ont détruit les Mavs récemment. C'est une équipe qui arrive en pleine bourre, mais Kawhi playoff, James Harden playoff. Je vais finir là-dessus. En fait, c'est bizarre parce que c'est une équipe où, tu sais, généralement, on fait. Alors, en théorie, c'est super bien, ça va super bien se passer, mais en pratique, ça va être autre chose. Et là, en fait, en réalité, c'est l'inverse. En pratique, c'est une équipe qui fonctionne, mais en théorie, Kawhi va se péter et Harden va être nul. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les données empiriques, ce qu'on sait depuis des années, contredit tout ce qu'on peut penser de bon pour cette équipe qui a été prouvée sur cette saison et sur les répétitions qu'on a eues cette saison avec les différents 5 et les différents line-up. Mais la théorie Kawhi Leonard en playoff, c'est tellement fragile, c'est de l'argile ce mec en playoff, tu vois. Et puis j'en sais quelque chose, les Clippers ont beaucoup affronté les Suns sur cette itération d'équipe avec Kawhi et Paul George. Et ben à chaque fois on était là, Kawhi en fait il va jouer un match sur deux. Alors quand il est là, on se fait déchiqueter, mais quand il n'est pas là, c'est beaucoup plus compliqué pour les Clippers. Et dernière chose, je sais que c'est une théorie qu'on aime bien mettre en avant et qui parfois n'est pas toujours admise, mais c'est peut-être la première fois de je sais pas, cette saga Kawhi Clippers où plus de la moitié des séries dans lesquelles Kawhi va mettre un pied sur le terrain, il sera pas le meilleur joueur de la série, quand bien même il est en bonne santé. Et ça, c'est une révolution. C'est-à-dire que avant, on avait l'habitude de dire, oui, mais au moins avec Kawhi en bonne santé, ils ont le meilleur joueur de la série. C'est même plus le cas. Ils l'ont pas contre KC, ils l'ont pas contre les Lakers, ils l'ont pas contre les Nuggets. Il y a débat avec les Warriors.
Il y a débat avec les Wolves, mais pour moi, les Wolves et les Warriors, ils l'ont pas non plus sur la saison, sur Moi, le top 4. je le vois pas contre les Warriors. Je Si mets c'est le Steph. Curry actuel, si c'est le Curry actuel qui est en fusion, non. Si c'est Ant qui met 40% de ses pull-ups, c'est pas lui non plus. Et mine de rien, gagner des séries où t'as pas le meilleur joueur, c'est compliqué. C'est une carte en moins dans ton jeu, clairement. Clairement. Exactement. En clôture là-dessus, Man? Ouais, je vais arrêter de te relancer sur des doutes. Non, mais Vas-y, moi, vas-y. ça me va très bien. La discussion est très agréable. Les Clippers sont vraiment une équipe intéressante à analyser. On vous remercie beaucoup de votre attention sur cette preview sur les Clippers. Bah voilà, hein, on a fait le tour de la question pourquoi ils gagneront pas le titre. On aurait pu faire une preview pourquoi ils gagneront le titre, mais en réalité c'est quand même moins fun. C'est pour ça qu'on fait cette série. C'est pour que les fans des Warriors nous adorent. C'est pour ça. Décidément. N'hésitez pas à venir en commentaire de la vidéo YouTube, évidemment, on adore discuter avec vous. N'hésitez pas à nous lâcher vos étoiles, vos pouces ou n'importe quoi de positif sur vos plateformes de podcast préférées et également sur YouTube. Abonnez-vous également, il reste encore plein de choses à découvrir sur cette chaîne Dunk Hebdo. Dis-moi tout. Juste un petit message pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, Greg. J'aurais dû te le dire avant. J'aurais Non, dû je te t'en le dire prie. avant qu'on enregistre. En plus, je te coupe ta fin, je suis désolé. Sur Spotify, si vous appréciez des vieux épisodes du podcast, je vous invite vraiment à les télécharger parce qu'on est en train de se faire un peu ratiboiser Strike. par Spotify sur les vieux épisodes. Je parle de ceux qui datent des premières saisons de Dunk Hebdo on va dire entre 2016 et 2020. Voilà, s'il y en a un que vous avez vraiment apprécié, ceux qui nous écoutent sur Spotify, téléchargez-le ou mettez-le en lieu sûr sur notre plateforme. Voilà. Les épisodes où Ben a encore 14 ans et Tom n'a pas de cheveux blancs, c'est collector. C'est vraiment collector. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis à très vite pour une prochaine preview. À demain, salut. Ciao.